Nous sommes le 17 septembre 2021 et Netflix diffuse mondialement ce qui sera le Gangnam Style des dramas coréens. J'ai nommé bien évidemment Squid Game. Cette série qui a tout explosé avec 142 millions de vues en un mois sur Netflix pour la première saison, et la saison 2 explose encore une fois les stats avec 68 millions de vues en une semaine, prenant la première place des records de vues devant Mercredi. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, elle dépasse les milliards de vues. Tout le monde connaît la musique, même la nouvelle. Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. MrBeast fait les meilleurs stats de sa chaîne en reprenant le concept, des jeux inspirés du film cartonnent, notamment sur les plateformes de streaming. Tout le monde connaît son identité visuelle exceptionnelle, des tenues en passant par les lieux comme les fameux escaliers, le dortoir ou encore les lieux d'épreuve. Montrer n'importe quelle image, les gens reconnaîtront immédiatement. Mais au-delà d'être une série bankable, c'est aussi une œuvre qui touche car elle a la recette parfaite. Le savant mélange entre inspiration d'œuvres iconiques, vérité sanglante et tabloïd bien salé. Tout au long de cette vidéo, nous allons décortiquer l'iceberg de cette série jusqu'à arriver à la partie immergée, renfermant des infos, des secrets, des inspirations et de terribles histoires vraies qui font aussi le succès et la cohérence de cette série. Attention à la dernière partie de cette vidéo qui abordera la partie la plus sombre de cet iceberg. Je préfère prévenir, âme sensible, s'abstenir. Alors bienvenue dans la terrible histoire du Gangnam Style des séries, l'incroyable coréenne Squid Game. Squid Game, ou de son nom en coréen Ojingo Game, ou encore le jeu du Call-Mort en québécois. Non les cousins, va falloir se calmer avec vos blazes. Vous êtes littéralement à côté des States et vous arrivez à détruire tous les blazes des films et des séries pour en faire des titres éclatés. Comme vous avez pu le comprendre, cette vidéo sera dans une forme narrative de type iceberg, où on va plonger de plus en plus pour découvrir en profondeur les secrets autour de l'œuvre. Squid Game, c'est l'histoire de Song Gi-Yoon, un mec divorcé, criblé de dettes, qui rêve de pouvoir offrir tout ce qu'il faut à sa fille. Mais il est un peu bête, plutôt que d'améliorer cette situation, il enchaîne les jeux et perd son argent et s'endette auprès d'usuriers qui lui courent après constamment pour qu'il rembourse sa dette. Sa dette s'accumule jusqu'à ce qu'un jour, un homme lui propose un jeu de tacti dans le métro. Suite à cette partie, on va lui proposer une porte de sortie qui lui permettrait d'effacer toutes ses dettes. Il reste encore quelques places. Et voilà qu'il se réveille dans une grande pièce avec une centaine de personnes, tous portant un numéro. Le 456, c'est le sien, et c'est le dernier participant. Le participant d'un jeu qui va finir en Battle Royale pour gagner une somme d'argent colossale. Ils vont devoir jouer à des jeux d'enfants, sauf que lorsque l'on perd, on meurt. Et il n'en restera qu'un. 9 épisodes d'environ 1 heure, sauf le 8ème qui fait 32 minutes pour la première saison. Une tension exceptionnelle, jeu d'acteurs qualitatifs, visuellement travaillés dans les moindres détails, que ce soit la simplicité de leur tenue, ou des jeux d'enfants élaborés qui n'ont jamais été aussi stressants. Je suis mort. À des décors inoubliables. 9 épisodes, ça marque déjà l'envie de se rapprocher des séries actuelles. Fini les séries d'une vingtaine d'épisodes, ou même les 16 épisodes habituels des K-dramas. Ce qui nous promet un rythme parfait, une saison 1 ni trop longue ni trop courte, une mise en scène et un battle royale où les 456 participants vont diminuer drastiquement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que nos personnages préférés. Chaque mort est mise en scène de manière à nous choquer à chaque épisode. C'est gore, c'est choquant, mais c'est aussi prenant et émouvant. Une mise en abîme de la société et des dérives des jeux d'argent, des dettes et du gouffre entre très riches et très pauvres. Ça reste une série au scénario presque téléphoné. Ça fait vraiment too much par moment, voire beaucoup de fois. Bon après c'est un survival, si vous cherchez du réalisme dedans, ça va être un petit peu compliqué. Et pourtant on arrive quand même à être surpris et captivé par l'évolution de l'histoire. Et ça on le doit à celui qui a conçu la série. Il a écrit pendant 10 ans et réalisé, et cela va être la première partie de notre découverte de l'iceberg, le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk. Hwang Dong-hyuk est un scénariste-réalisateur coréen né en 71. Il est très connu en Corée plutôt pour les films. Il étudie le journalisme en Corée, mais va également partir aux États-Unis pour étudier le cinéma. Il commencera sa carrière par des films, notamment des courts-métrages. Mais son premier long-métrage sortira en 2007 du nom de My Father, et c'est sur une histoire vraie d'un Coréen adopté vivant aux États-Unis qui va retourner en Corée sur les traces de son père qui serait en prison. Et c'est un succès qui le fait rentrer dans le biz en mode défonçage de porte, car il fait presque 1 million d'entrées. Pour un premier film, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, cette histoire, c'est une histoire vraie, celle d'Iron Bates. On voit déjà que Hwang Dong-hyuk aime parler d'histoires sur son pays, d'histoires tragiques et extraordinaires, de sa population, et des soucis de la Corée, qu'ils soient politiques ou sociétales. Mais là où il va mettre les pieds dans le plat, c'est en 2011, avec un film qui va choquer la Corée tout entière, voire même le monde entier, jusqu'à même faire changer des lois dans son propre pays, Silenced. Tiré d'un livre écrit en 2009 de Gong Ji-young, Les Enfants du Silence, tiré de faits réels, l'affaire Inhwa. Et tenez-vous bien, c'est atroce. L'école de Gwangju Inhwa accueille les enfants sourds, sauf que cette école renferme des pervers, de la violence et même de la torture envers des enfants et des personnes handicapées.
Parce que plusieurs de ces agressions sont signalées au centre d'aide aux enfants victimes de violences sexuelles, une enquête est ouverte en novembre 2005. Il y a des accusations d'abus sexuels, de violences, de torture et même d'infanticide. Plusieurs personnes seront arrêtées, mais elles seront relâchées et même remises dans leurs fonctions. Imaginez la honte! On a à peu près la même chose chez nous aussi. On oublie presque l'affaire sauf la romancière qui écrira une histoire inspirée de cette affaire, mettant en scène un professeur qui arrive dans cette école et qui va vite découvrir les horreurs qui s'y passent. Une histoire poignante, très dure, mais nécessaire. Et vous l'aurez remarqué, ce professeur est joué par Gong Yoo, qui joue également dans la série Squid Game. On commence à avoir des petits liens. Mais il a également joué dans Le Dernier Train pour Busan, l'excellentissime drama Gobelin ou encore Coffee Prince. Et lorsque Hwang Dong-hyuk décide d'adapter ce roman en film, c'est cette décision qui va changer beaucoup de choses en Corée. Lorsqu'il sort, il est acclamé mondialement. Et en Corée, c'est plus de 4,7 millions d'entrées. Le pays est sous le choc, indigné par le manque de justice, les sanctions bien trop faibles, voire inexistantes concernant la protection des enfants et des handicapés. Grâce au film et à sa portée, l'affaire de l'école Inhwa est réouverte. Et les personnes qui avaient été accusées à l'époque seront de nouveau rejugées, et cette fois-ci, emprisonné. Le directeur de l'école a à ce moment-là 63 ans, il sera inculpé pour abus sexuels et abus de pouvoir et sera condamné à 12 ans de prison, et également lors de sa sortie à porter un bracelet électronique. Le nom du film en coréen c'est Dogani, mais c'est aussi le nom d'une loi qui va passer juste après. C'est en octobre 2011 qu'ils vont voter cette loi. Elle élimine le fait de demander aux victimes, notamment handicapées, de prouver qu'elles étaient dans l'incapacité de résister. Elle va également durcir les sanctions, passant d'une peine réduite de 7 ans à la possibilité d'un emprisonnement à vie. Elle élimine également la possibilité de prescription. Et c'est une grande avancée pour la protection des enfants et des personnes fragiles. Avec ce film, qui n'est que son deuxième long métrage, on voit que Hwang Dong-hyuk aime mettre le doigt où ça fait mal, parler ouvertement et dénoncer grâce au 7e art les problèmes de son pays. En 2014, il réalise un film beaucoup plus léger, il part dans une comédie du nom de Miss Granny. C'est une version comique et beaucoup plus soft, bien moins gore que The Substance, où une grand-mère va retrouver son corps de jeune fille de 20 ans et commencer une nouvelle vie. Et ça, c'est quand même 8 millions d'entrées en Corée. En 2017, il réalise son 4e film du nom de The Fortress. Là, on est beaucoup plus dans un récit historique avec de l'action, et vous avez peut-être sûrement reconnu l'un des acteurs, Lee Byung-hun, qui joue également dans Squid Game. Mais voilà qu'en 2019, une série du nom de Round 6, écrite par Hwang Dong-hyuk, serait en production. Round 6 est le nom de base que voulait donner Netflix à Squid Game, car Squid Game, en fait, c'est un nom de jeu d'enfant coréen. Et Netflix s'était dit que si ça doit être diffusé mondialement, il vaudrait mieux éviter de mettre un nom qui ne va être connu que par les Coréens. C'est pour ça qu'ils sont partis sur Round 6. Fort heureusement, ils sont pas restés là-dessus. Sauf que pour l'histoire, il n'a pas commencé à l'écrire en 2019, cette série, mais en 2009. Il aura fallu donc attendre 10 ans pour que ce projet devienne réalité. À la base, ce projet a été complètement rejeté. Personne ne voulait de ce script, qui était en plus à la base prévu pour être un film, une histoire trop violente et trop peu réaliste qui n'a plu à personne, et on pensait que ça ne plairait pas. Alors Hwang Dong-hyuk va finir par mettre ça dans le tiroir et abandonner le projet. Peut-être qu'au final c'était pas plus mal, peut-être que c'était une question de timing et que ce n'était peut-être pas le bon moment de sortir cette série. Entre temps il fait ses 3 films et en 2018 il ressort le projet du tiroir, et un ami à lui qui travaille chez Netflix va donc filer son scénario à la plateforme de streaming. Netflix est partant, sauf que c'est une plateforme de série, alors ils vont lui demander de transformer ce script pour l'adapter en format épisode. Ce que Hwang Dong-hyuk n'aime pas du tout, ce n'est pas un consommateur de séries, loin de là, lui préfère regarder les films. Après, il avouera quand même qu'il a regardé des séries et ses préférés et qu'il a terminé jusqu'au bout, c'est Breaking Bad et Mindhunter. Là, il a dit Mindhunter. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce réalisateur. Il va mettre 6 mois à transformer ce script de film en script de série. Et jusqu'à la production et la réalisation de celle-ci, il va avouer qu'il en a perdu des dents, tellement ça l'a stressé. L'écriture et la réalisation de Squid Game lui ont fait perdre des dents. C'est très grave, les amis. Si la série est aussi juste et touche autant, c'est parce que le réalisateur s'est inspiré de sa propre vie, de lui, de ses amis, et même d'un de ses oncles, que ce soit pour les noms ou les situations, car il fut une époque où il était complètement fauché. Vous savez, il y a beaucoup de moi dans le personnage de Song Gi-hun. Avant, j'étais très fauché. J'étais très en colère. Je buvais beaucoup. Un jour, par exemple, j'ai voulu retirer de l'argent à la banque, et aucun billet n'est sorti du distributeur. Alors j'ai demandé au guichet pourquoi, et la personne m'a répondu que je n'avais que 5 $ sur mon compte en banque. Si je n'étais pas devenu auteur et réalisateur, j'aurais peut-être, qui sait, participé à Squid Game si j'avais vécu dans l'univers de ma série. J'ai même appris qu'à une époque, il a même vendu son ordinateur portable pour récupérer 650 $, tellement c'était la hesse ultime. Mais Hwang Dong-hyuk est un homme qui a les yeux bien ouverts sur ce monde et sur ce qui l'entoure. Et c'est pour ça que cette série résonne et plaît autant, que ce soit en Corée ou ailleurs, car l'un des plus grands fléaux de cette planète, c'est bien l'argent. Et c'est ainsi que nous plongeons un peu plus vers la base de l'iceberg pour découvrir les sources, inspirations réelles ou fictives de l'œuvre Squid Game.
Avec un tel succès vient forcément les spéculations, les termes plagiat utilisés à tout va, et Hwang Dong-hyuk s'en est mangé. Mais il a répondu honnêtement qu'à l'époque où il était complètement fauché, ou même avant, il passait son temps dans des cafés à lire des mangas. Et il a regardé aussi beaucoup d'animés. Et vous imaginez bien que certains d'entre eux l'ont fortement inspiré. J'admets librement que j'ai eu une grande inspiration des mangas et de l'animation japonaise au fil des ans. Quand j'ai commencé, j'étais moi-même en difficulté financière et j'ai passé beaucoup de temps dans les cafés à lire des mangas, y compris Battle Royale et Liar Game. Je me demandais comment je me sentirais si je participais moi-même à ces jeux. Mais j'ai trouvé les jeux bien trop complexes et pour mon propre travail, je me suis concentrée plutôt sur l'utilisation des jeux pour enfants. Et là, c'est, à mon sens, une très sage décision, voire même la meilleure décision possible. Car premièrement, le fait d'inclure des jeux d'enfants dans un survival horror permet de mettre une ambiance creepy, dérangeante, car il n'est pas concevable d'imaginer qu'un jeu pour enfants puisse tuer, notamment le 1, 2, 3 Soleil. Et même s'il le dira lui-même, le jeu du calamar qui termine la première saison était un jeu quand il était enfant où parfois ils pouvaient se blesser, leurs vêtements pouvaient se déchirer et c'était souvent le dernier jeu de la journée du coup. Mais l'autre point important d'avoir utilisé des jeux d'enfants dans un survival horror, c'est bien le fait que contrairement aux autres survival, le spectateur peut enfin se concentrer sur les personnages et non sur les règles du jeu qui sont en fait très simples. Vu que ce sont des jeux d'enfants qui sont très connus, l'attache au personnage est du coup renforcée et c'est un twist scénaristique au niveau de l'écriture extrêmement intéressant. Mais pour en revenir sur les mangas qu'il a cités juste avant, il y en a un qu'il n'a pas dit. Et pourtant tout le monde s'est dit qu'il l'avait forcément lu ou regardé, car même moi je me suis dit que c'était obligé que ce soit une de ses inspirations, parce que c'est le plus proche de Squid Game. Car Battle Royale de Masayuki Taguchi et Ko Shun Takumi, c'est très connu, mais c'est du pur survival et en soi, c'est juste le principe de base. Et l'épreuve est un peu trop sophistiquée, la violence, la trahison, la psychologie humaine sont mises en abîme certes, mais les similitudes sont peu nombreuses au final. Puis Liar Game de Shinobu Kaitani se rapproche plus de l'aspect psychologique qui amène l'addiction au jeu et à l'argent que l'on retrouve dans Squid Game, mais les épreuves et les sentences ne correspondent pas à la série non plus. Alors que Kaiji de Nobuyuki Fukumoto, sorti en 1996 et en anime en 2007 par le studio de GOAT Ultime Madhouse, raconte l'histoire de Kaiji, un jeune homme loser, sans emploi, sans avenir, dépendant des jeux d'argent, qui s'amuse à rayer les voitures de luxe car il ne supporte pas de voir la vie aisée des autres, va du jour au lendemain voir débarquer un usurier à sa porte, lui disant qu'il doit rembourser la dette d'un pote à lui. Et il n'a absolument pas les moyens et c'est évidemment une énorme arnaque. Mais cet usurier va user de ses talents d'acteur entre acteurs et lui proposer d'aller sur un bateau clandestin pour tenter de remporter un énorme pactole qui lui permettrait d'effacer sa dette entière et d'en sortir même riche. Sur ce bateau, que des mecs comme lui, endettés jusqu'au cou, et ils vont devoir jouer à pierre-feuille-ciseaux au moyen de cartes, récolter des étoiles et éviter de finir dans une salle où leur sort serait pire que la mort. La stratégie, le suspense, la trahison, on y voit une première similitude avec le fait de proposer à quelqu'un d'aller dans un endroit qu'il ne connaît pas et d'être dans une grande salle avec que des mecs endettés, un peu à l'image du début de Squid Game. Puis le jeu pierre-feuille-ciseaux est un jeu simple à comprendre. Ça fait un parallèle avec les jeux d'enfants que l'on peut voir dans la série. Mais c'est à partir de la deuxième épreuve de Kaiji où on commence à avoir de vraies similitudes lorsque celui-ci doit traverser une poutre qui sépare deux buildings et dont la chute est mortelle. Rappelant la fameuse épreuve des dalles en verre, c'est d'ailleurs lors de cette épreuve que l'on y voit des personnes assister à l'épreuve, des personnes riches qui se délectent de voir la plèbe tenter de gagner un peu de fric. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que personnellement, les similitudes avec Kaiji sont bien plus nombreuses que les deux mangas qu'il a cités juste avant. Et il y a aussi un détail que j'ai vu dans l'anime Kaiji, dans le deuxième épisode, ce sont les symboles triangle, carré, rond que l'on retrouve à l'entrée d'un lycée, qui rappellent les symboles des soldats dans Squid Game. C'est sûrement une coïncidence, mais j'ai trouvé ça assez marrant, sachant que l'origine de ces symboles dans Squid Game est liée au jeu du calamar, où le rond représente la tête, le triangle le corps, et le carré représente la barrière ou la zone de jeu. Et ça a été aussi exploité pour la hiérarchie des soldats, où les ronds sont les soldats classiques, le triangle sont les soldats avec un plus haut rang qui sont armés et qui dirigent, et les carrés sont les superviseurs qui contrôlent le jeu un peu à l'image de la zone de jeu, la barrière dans le jeu de base du calamar. Et l'autre lien entre Squid Game et Kaiji, c'est bien le thème des usuriers. Parce que ce soit au Japon ou en Corée, on a tous déjà vu que ce soit dans les animés, dans les mangas ou dans des dramas, des situations où le père ou des membres de la famille se retrouvent endettés auprès d'usuriers peu scrupuleux et poursuivis jusqu'à ce qu'ils finissent par vendre un rein ou par être tués pour rembourser sa dette. Même si la Corée a des lois qui réglementent les taux d'endettement et sanctionnent ceux qui les dépassent, le tout ayant pour but d'éviter un surendettement de la population coréenne excessif, il subsiste évidemment avec la mafia coréenne et les organisations criminelles des pratiques frauduleuses, des prêts avec des taux monstrueux. Et ils ont plusieurs techniques pour ça. On le voit notamment dans le K-drama La Traque dans le sang, avec des systèmes d'arnaque bien rodés, les petites lignes
discipline illisible, de l'intimidation, on force également les gens à payer pour la protection de leur commerce, et bien évidemment, on menace par la violence dans le cas où le citoyen voudrait aller porter plainte. C'est un système bien rodé que les autorités coréennes tentent d'enrayer, mais il est toujours bien compliqué d'empêcher les trafics et les pratiques clandestines et criminelles. Ce qui fait qu'en 2021, selon une étude, la dette qu'avait la population coréenne dépassait les 100% du PIB coréen. Les citoyens sont endettés jusqu'à l'os, tout ça pour financer des prêts immobiliers, mais aussi les études de leurs enfants. Et oui, l'école là-bas, ce n'est pas gratuit. Et lorsqu'on veut une école prestigieuse, ça coûte extrêmement cher. Et l'éducation des enfants est une priorité pour tout le monde là-bas, même parfois abusive. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez également retrouver au Japon. Je ne peux que vous conseiller le manga Ushijima, l'usurier de l'ombre, disponible chez Kana, qui vous montre l'envers du décor des systèmes d'emprunt au Japon, mais âme sensible, s'abstenir. Parce que dès le premier tome, c'est très hardcore. Maintenant que nous avons vu les inspirations et un peu de l'histoire autour de la création de cette série, commençons à plonger pour enfin voir la partie submergée et ainsi découvrir les histoires sombres qui entourent la série. Que ce soit la première saison ou la deuxième, le casting est aux petits oignons, un choix judicieux d'acteurs, et vous allez voir que certains d'entre eux se sont retrouvés sur des plateaux de tournage plus de 15 ans après leur première rencontre grâce à Squid Game. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'histoire dramatique de certains acteurs. Et on va évidemment commencer par le plus évident, car ça a fait le tour avec la saison 2. Je parle bien évidemment de T.O.P., Choi Sun-young, le rappeur emblématique du groupe Big Bang, qui joue le rôle de Thanos dans la saison 2. Vos téléphones et je prendrai une photo avec chacun de vous. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai vu le trailer de la saison 2 et que j'ai vu sa tête apparaître quelques secondes, j'ai fait un arrêt cardiaque. Parce que non seulement le groupe Big Bang est un de mes groupes préférés que j'écoute depuis la fin des années 2000, mais également c'est toute l'histoire autour de ce groupe et notamment T.O.P. qui est à s'arracher les cheveux. T.O.P. fait ses débuts avec le groupe Big Bang en 2006. Il faut comprendre que c'est littéralement le groupe qui a fait exploser la K-pop en Asie et surtout dans le monde entier. Bien avant les BTS ou encore Stray Kids. C'était les premiers à dépasser les 300 millions de vues sur YouTube pour de la K-pop. Certains des membres sont égéries de marques de luxe, et comme toutes les idoles en Corée, on chante, on rappe, on danse, mais aussi on fait de l'acting. Et T.O.P. jouera dans un drama très connu du nom de Iris en 2009, et regardez avec qui il joue, comme c'est bizarre. Mais c'est en 2017 que tout bascule. T.O.P. est accusé d'avoir consommé de la marijuana. Il faut savoir que c'est un délit très grave en Corée, ce qui lui vaut d'être radié du monde de l'entertainment immédiatement. Son monde s'effondre pour une taffe sur un winge. En fait, chez nous, on a des gars qui pleurent la condamnation de MHD, et de l'autre côté, on a T.O.P. qui est obligé de s'excuser nationalement pour son crime, ce qui fait de lui la honte du pays. Il est obligé de renoncer à sa carrière, à son groupe. Il a annoncé sur Instagram d'ailleurs en 2023 avoir quitté officiellement le groupe, mais il faut savoir que malheureusement 2 jours après l'annonce, en 2017, il fait une tentative de C'est vous dire à quel point la pression dans l'univers de la K-pop et de l'entertainment en Corée est monstrueuse. Gérer un procès, des condamnations, il est d'ailleurs condamné à 10 mois de prison avec sursis. Pour si peu, vous m'excuserez du terme, mais je trouve ça totalement abusé, il méritait absolument pas ça. Avoir fumé de la beuve, désolé, mais c'est non. Il parlera d'ailleurs de cette tentative de 5 ans après. Il est vrai que j'ai essayé de mettre fin à mes jours, mais j'ai réalisé à quel point j'aurais blessé mes proches, ma famille, mes fans, et les mauvais souvenirs que je leur aurais laissés. À travers ces mots, on comprend bien à quel point l'industrie de la K-pop façonne ses produits de façon à ce que leur image soit bien plus importante que leur propre vie. Plus vous êtes connu, plus vous devez être irréprochable, et votre downfall peut se jouer sur un rien. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a une référence dans Squid Game à un son très connu du Big Bang qui s'appelle Bang Bang Bang. C'est pendant le jeu du carrousel, dans la saison 2, c'est devenu carrément un mème. C'est juste ça, et ça y est, les gens ils en pouvaient plus. Et j'ai trouvé ça très cool qu'on le laisse faire ça. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Mais faut savoir que le groupe va devoir essuyer une deuxième énorme bavure. Ça aide pas du tout T.O.P, car 2 ans plus tard, en 2019, l'autre membre, Seungri, est impliqué dans l'affaire Burning Sun, un nightclub des enfers où la distribution de drogue pour pouvoir abuser des clientes, avec prise de photos et de vidéos, prostitution, abus sexuels, violence, corruption. Ouais, le tableau est très très lourd. Là pour le coup, lui, il mérite bien sa condamnation. Et toute cette histoire rend triste les fans, surtout pour T.O.P, car on aimerait revoir le groupe Big Bang au complet avec lui. Sans Seungri, bien sûr. D'ailleurs, pendant le retour exceptionnel qu'a fait le groupe lors des Mama en 2024, G-Dragon, Taeyang et Daesung sont ensemble sur scène. On sentait bien qu'il manquait T.O.P. Et G-Dragon l'a bien fait savoir. Étant donné que c'est celui qui était le plus proche de lui, avec plusieurs collaborations ensemble, des albums ensemble, on le verra à plusieurs reprises sur scène, lorsqu'ils sont tous les 3 alignés, qu'il y a un trou, comme s'il laissait une place pour T.O.P. Et même au niveau du choix des chansons, des passages, on entend bien la voix de T.O.P, que ce soit dans Bang Bang Bang, ou encore Fantastic Baby.
et ils n'ont pas chanté par-dessus. Et Hwang Dong-hyuk qui veut absolument T.O.P pour incarner le rôle de Thanos dans la saison 2. Il va défendre ce choix, déjà qu'il a un poids dorénavant, vu que la première saison a été bankable, il peut, entre guillemets, asseoir son autorité sur ses choix d'acteurs. Surtout que pour lui, la peine de T.O.P a été purgée. Il n'a plus besoin de s'excuser. Il dira même que c'est très courageux de sa part d'avoir accepté le rôle. Parce qu'au final, ce fameux Thanos qui se shoot à l'ecstasy avant chaque épreuve, rapport déchu et endetté, insupportable pendant toute la deuxième saison, ne pouvait selon le réalisateur qu'être joué par lui. Un choix à double tranchant, comme si on continuait de le punir, mais en même temps, s'il lui réouvrir les portes du monde de l'entertainment, sachant que sa prestation et sa présence a été saluée et fortement appréciée. T.O.P le dira lui-même lors d'interviews qu'il se sent proche du personnage, comme s'il continue à se repentir et à se faire accepter du peuple coréen. Moi personnellement, j'aimerais juste qu'il retourne dans le groupe Big Bang, qu'on arrête de lui casser les couilles pour avoir tiré une taf sur un ouinge. Les gars, à un moment donné, faut péter un coup. C'est mon préféré du groupe en fait, avec G-Dragon. Mais la censure T.O.P, c'est un truc qui est là depuis 2017 et vous allez voir que même encore aujourd'hui, avec la saison 2, c'est toujours d'actualité. Lors d'une interview de Yang Dong-gun, où on lui demande comment s'est passé le tournage avec les autres acteurs, il va tout naturellement parler de T.O.P en premier. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose pendant cette interview. Avant toute chose, sachez que cet acteur a commencé très jeune, mais il est surtout très connu en tant que rappeur en Corée. Il est très respecté dans la sphère hip-hop, et je pense qu'il est tout naturel qu'il parle de son homologue T.O.P, sauf que regardez bien, dès qu'il commence à parler de lui, on n'entend pas, mais il va se tourner et voir qu'on lui fait peut-être des signes en mode « Non, tu n'en parles pas ». C'est alors qu'il va arrêter de parler de lui, d'un coup, et passer à une autre personne. Il est confus, et c'est pour ça qu'il va de nouveau re-regarder en direction de derrière la caméra, alors qu'il part d'une autre personne en mode « Est-ce que je peux parler de lui ou… » Aussi, il faut savoir que la personne qui a fait l'interview a décidé de laisser le plan en entier, et de ne pas cutter cette séquence. Et merci pour ça, car on voit bien le malaise et l'abus sur cette histoire avec T.O.P. Il y a carrément une censure de son nom, alors que littéralement le monde entier l'a vu, et que je pense qu'il est temps de lui lâcher les basques. Toujours en lien avec T.O.P, je vous ai parlé de l'acteur Lee Byung-hun. C'est un peu l'acteur intouchable en Corée, et pourtant il faut savoir qu'il en a essuyé des drames médiatiques. Il est connu mondialement, faisant beaucoup de films, des thrillers, actions exceptionnelles, comme I Saw the Devil, que je ne peux que vous conseiller, avec l'acteur qui joue dans Old Boy. Pépite. Par contre, soyez prêts, c'est la dépression. Rien à foutre de ta dépression. Il est actuellement marié et a un enfant, mais bon nombre de personnes ont tenté de le faire tomber au travers de chantage, comme en 2014 où la chanteuse du groupe Glam, Daehee, et son ami mannequin Lee Ji-yeon lui ont demandé une rançon de 5 milliards de won en échange de la non-diffusion d'une vidéo qui serait compromettante lors d'une soirée arrosée. Sauf que là, l'acteur ne se laisse pas faire et porte plainte. Au final, en 2015, elles sont condamnées toutes les deux à plus d'1 an de prison pour chantage et extorsion, mais ce bon vieux Lee Byung-hun va demander la clémence, leur évitant de partir en prison, et elles feront une lettre d'excuse de presque 6 pages. C'est gentil de sa part. Mais faut savoir aussi qu'en 2009, on avait aussi tenté de lui faire du chantage. Encore une fois, ça n'avait pas abouti, et je trouve qu'en fait, il est parfait pour le rôle qu'il incarne dans Squid Game. Il est intouchable, et il maîtrise totalement son environnement, comme si rien ne pouvait l'atteindre. D'ailleurs, cet acteur incarne le joueur numéro 1 dans la saison 2. Mais l'autre acteur qui joue le numéro 1 dans la saison 1, le petit vieux là, qui avait l'air bien sympa, Oh In-nam, et qu'on a bien détesté sur la fin de la saison, eh bien dites-vous qu'il est accusé d'une agression sexuelle à son grand âge. Et oui, là actuellement, il a 79 ans, du nom de Oh Young-soo, et cet acteur a été reconnu coupable de faits qui remontent à 2017, d'abus sexuels sur une femme, et oui, il l'aurait enlacée et embrassée sur la joue de manière inappropriée, sans son consentement. Et avec ça, il va prendre de la prison avec sursis et 40 heures de formation sur la prévention des violences sexuelles. Et on ne rigole pas avec ça en Corée. Et en ça, je trouve ça très bien. On ne touche pas les gens comme ça. C'est pas parce qu'on a de la notoriété ou quoi que ce soit qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi. Dommage pour lui, il avait gagné un Golden Globe pour le meilleur second rôle dans une série grâce à Squid Game. Mais le passé nous rattrape toujours. Autre acteur, et bien évidemment c'est l'acteur phare de Squid Game parce qu'il joue le rôle principal de Sang-gi-eun, Lee Jung-jae. En fait, Squid Game pour lui c'est littéralement sa porte d'entrée sur la scène internationale parce que l'acteur était très connu dans les années 90, mais entre 2000 et 2020 il ne fait que quelques rôles. Aucun drama non plus, sachant que c'est ce qui est quasiment le plus bankable quand on est acteur en Corée, ce qui nous permet d'assurer un revenu constant, surtout avec des longues séries. Mais lui, il est resté un peu bloqué dans les années 90, il a fait quelques rôles certes, qui lui permettent de montrer son talent d'acteur dans des films sérieux pour la plupart, mais lui à la base, il est mannequin. Il a été repéré, puis après, il est allé dans l'acting dans les années 90, et c'est bien pour ça que Hwang Dong-hyuk va le choisir. Il va briser ce côté mannequin beau gosse, charismatique, et lui donner un rôle de loser, et ça lui va comme un gant. Je dis pas ça pour le tacler, il endosse le rôle à la perfection, rajoutant au côté mature de la sélection des acteurs pour cette série, et surtout dans la première saison. Mais il faut savoir que lui aussi, il a eu des tabloïds
un petit peu salé, comme en 99, lorsqu'il est arrêté pour conduite en état d'ivresse à plusieurs reprises, et qu'il aurait même frappé à coups de pied une femme de 22 ans devant un nightclub à Busan, provoquant 2 semaines de convalescence à l'hôpital, apparemment. Je savais déjà que les Coréens, apparemment, c'est pas ouf. J'espère qu'il a changé depuis. Depuis, pas grand chose à part des déclarations qui seraient homophobes en 2013. J'ai dit pas grand chose ? En effet, son ami Woo Jong-wan, un animateur télé qui se serait donné la mort en 2012, donc 1 an plus tôt cette interview, et pendant celle-ci, en 2013, il aurait déclaré « Je lui ai dit, tu devrais arrêter d'être gay, tu n'as pas été assez comme ça ?» mais ce n'était pas facile de l'arrêter. Sauf qu'en fait, il y avait déjà des spéculations sur Woo Jong-wan sur le fait qu'il soit gay. Du coup, Lee Jung-jae, il a terminé les spéculations en disant que c'était le cas. Ça a été très mal reçu, bien évidemment, parce que non seulement il avoue quelque chose après sa mort, mais en plus son discours est traité d'homophobe, ce qui est le cas. Il faut remettre dans le contexte que la Corée et l'homosexualité, ça ne fait pas bon ménage, ça commence petit à petit à être un peu plus accepté, mais les anciennes générations, comme cet acteur, et l'industrie ont énormément de mal à libérer la parole là-dessus. C'est encore très mal vu. Dites-vous que le mariage gay n'est toujours pas légalisé en Corée. Et vous allez le voir avec la prochaine anecdote, vous allez encore plus comprendre pourquoi ce sujet est si compliqué. Vous l'avez vu, c'est sûrement un de vos personnages préférés. C'est le mien d'ailleurs, dans la saison 2, joué par l'incroyable Park Sung-woo, que vous avez vu dans l'exceptionnel The Glory disponible sur Netflix, qui joue le rôle de Yoon-ju, une femme trans. Et ça a suscité pas mal de débats dans le monde, beaucoup se sont indignés du fait qu'aucune actrice trans n'avait été prise pour ce rôle. Et évidemment, le réalisateur Hwang Dong-hyuk s'est exprimé là-dessus. Dès l'instant où j'ai commencé à créer le personnage de Yoon-ju, je savais que des discussions sur le sujet allaient émerger. Au départ, je pensais vraiment engager une actrice trans, mais lorsque nous avons commencé nos recherches en Corée, nous avons vite réalisé qu'il n'existe quasiment aucun acteur ouvertement trans, encore moins gay, parce que malheureusement, la communauté LGBT est encore marginalisée et laissée à l'abandon dans nos sociétés, ce qui me brise le cœur. Il était presque impossible de trouver quelqu'un d'authentique pour le casting. Alors ça, c'est mon avis. Ne vous offusquez pas, mais étant donné que Yoon-ju dans la série n'a pas encore fait sa transition, le fait de choisir un homme pour jouer ce rôle, en soi, je trouve ça pas très grave. L'important au final, c'est qu'on ait un rôle d'un personnage trans dans cette histoire, et qui mette en avant le sujet de la transsexualité, de l'acceptation, car ce personnage participe au Squid Game pour payer sa transition et recevra énormément de soutien de la part de ses acolytes pendant le jeu. Et c'est surtout un personnage phare dans une série extrêmement connue. Et ce n'est pas la première fois que le réalisateur veut mettre un point d'honneur à mettre en avant les minorités, mises de côté en Corée, car dans la première saison, il y avait déjà le personnage de Ali qui était mis en avant. Il incarnait un étranger travaillant en Corée, à savoir l'une des plus grandes minorités dans le pays. Actuellement, malheureusement, dans la société coréenne, les minorités de genre sont des groupes qui ne sont pas non plus acceptés et qui sont vus comme vivant largement en dehors des normes. Je voulais donc créer un personnage qui puisse représenter cela. Squid Game dénonce, met en avant ceux qui ne le sont pas mis habituellement, et ça fait du bien dans le paysage du K-drama. Même si on doit noter que Itaewon Class avait déjà mis en avant un personnage trans. Les personnes qui participent au jeu de Squid Game sont généralement marginalisées ou négligées par la société. Et je ne parle pas seulement d'un point de vue financier, mais aussi de groupes mis au ban de la société. Là, je sais, vous vous dites, c'est quand qu'on a des infos sur Gong-yoo? Eh ben, y'en a pas, parce que oui, il est parfait, jusqu'au bout du bout. En fait, il n'y a pas de dossier sur lui. Il est clean, tant mieux, mais il est clean, désolé, donc on n'aura pas plus d'images de Gong-yoo à ce moment-là. Maintenant que je vous ai relaté les faits les plus sombres et les plus extraordinaires du casting de Squid Game, nous continuons et terminons notre descente dans la partie la plus sombre, la plus immergée de l'iceberg. Vous savez, l'identité visuelle de la série est reconnaissable par n'importe qui, que ce soit la poupée dans la première épreuve du 1, 2, 3 soleil, qui est en fait une poupée qui existe en Corée. Elle provient d'illustrations de manuels scolaires des années 70-80. D'ailleurs, en Corée, on ne dit pas on dit cette fameuse phrase qu'elle prononce. On dirait grave, je parle coréen, je fais grave genre. Pas du tout. La fleur de Mugunghwa a fleuri. Cette fleur est un symbole de la Corée. Et la version grandeur nature de la poupée existe d'ailleurs en Corée. Elle se trouve au nord de Séoul, dans le comté de Jincheon. Et beaucoup de touristes actuellement s'y rendent pour la prendre en photo. Bon, ça c'est la version tranquillou des inspirations de l'histoire visuelle de Squid Game. Là, on va rentrer dans le dur. Vous ne savez peut-être pas, mais la Corée a un sombre passé en termes géopolitiques. Elle a connu de sombres périodes, dont une en particulier qui va inspirer le réalisateur pour créer le principe du jeu et les décors. Parmi les éléments flagrants, c'est bien les escaliers qui paraissent interminables. On voit une référence visuelle aux escaliers La Relativité d'Escher de l'artiste néerlandais MC Escher, extrêmement connu et repris par bon nombre d'œuvres de la pop culture, comme dans Berserk, dans les premiers tomes. Il y a aussi une inspiration de La Muralla Roja de Ricardo Bofill. On le voit clairement qu'en termes de colorisation et de style, le mélange des deux nous donne cet enchaînement d'escaliers si mythique de la série. Mais si je vous montre cette image,
Ça ne vous dit probablement rien, mais c'est de là que part l'histoire la plus sanglante qui va clôturer cette vidéo. Squid Game serait basé sur des faits réels, que ça se serait passé dans les années 80 et des milliers de travailleurs coréens sur plusieurs années auraient été enfermés dans cette sorte de bâtiment bunker pour du travail forcé, encadré par des forces armées. Ils dormaient dans des dortoirs. C'était en fait devenu un camp de concentration. Il y aurait eu des jeux organisés dedans, inspirant l'incroyable série Squid Game. Même de l'argent aurait été mis en jeu. Non mais sérieusement, vous y croyez à 100% là de ce que je viens de dire là? Ce que vous voyez là, les images et ce que je vous ai raconté, c'est bien évidemment fake. Et pourtant, ça a fait des millions et des millions de vues sur TikTok. Ces photos que je vous ai montrées avec ces couloirs aux couleurs pastel qui rappellent la DA de Squid Game, eh ben c'est une IA qui les a faites. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Vous avez juste à analyser cette photo, rien que la rampe au niveau de l'escalier se fond dans le mur. Donc en fait, il y a juste un petit souci au niveau de l'IA. Donc des fois, il faut juste vérifier ses sources. Tous les créateurs de contenu ne vont pas vérifier et ne sont pas là pour vous dire la vérité. Il faut que vous compreniez ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie qui est vraie. Et il y a aussi deux éléments de l'histoire de la Corée qui ont influencé Hwang Dong-hyuk pour écrire Squid Game. Lorsqu'on apprend l'histoire du personnage principal, Gi-hun, on apprend qu'il a travaillé pendant plus de 10 ans dans une usine d'assemblage de Dragon Motors. Sauf qu'à cause d'une restructuration de l'entreprise, des manifestations ont lieu, elles deviennent très violentes, et Gi-hun va assister à la mort d'un de ses collègues, le poussant à démissionner et à quitter les manifestations. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas assisté à l'accouchement de sa femme, car il était en train de manifester. C'est à partir de là qu'il a commencé à tout perdre, et cette histoire qu'il a écrite pour le personnage de Gi-hun est, à peu de choses vraies, quasi identique, avec des faits réels. Nous sommes en 2009, à Pyeongtaek, et une incroyable grève va commencer pour les travailleurs de l'usine de Ssangyong. Ssangyong qui, soit dit en passant, veut dire dragon. On voit donc directement le clin d'œil qui est fait avec Dragon Motors, l'entreprise qui emploie Gi-hun dans la série. L'entreprise Ssangyong, en mai 2009, est en difficulté. Elle va alors être reprise par des banques et des investisseurs privés, mais cela implique le licenciement de plus de 40% de son effectif, c'est-à-dire plus de 2600 postes. Cette annonce est une hécatombe pour les travailleurs qui décident de faire grève et d'occuper l'usine pendant plus de 77 jours. Sauf que cette occupation va se terminer par une bataille sanglante. Les travailleurs dans l'usine vont se battre avec la police à l'aide de tuyaux en acier, sauf qu'en face ce sont des balles en caoutchouc qui sont envoyées, des tasers, mais aussi des hélicoptères qui vont asperger de lacrymogènes les employés de l'usine en grève. Il est dit que des militants syndicalistes seront particulièrement agressés. Beaucoup ont perdu la vie et les blessures psychologiques et physiques entraînent plusieurs... Car il faut le savoir, ils n'auront pas gain de cause. La justice a été forcément du côté des entreprises. Rappelons que la Corée est un pays capitaliste et que la perte de ce travail entraînait énormément de situations précaires. Aucun n'a eu gain de cause parmi les travailleurs, pire encore, des centaines vont être poursuivis et ils vont être même emprisonnés. On voulait nous faire passer pour des incompétents, pour des militants syndicaux dépassés par la réalité du monde et qui avaient perdu la tête. Ça, c'est une déclaration de Lee Chang-kun, qui 5 ans après les faits va rester perché en haut d'une cheminée de l'usine pendant 100 jours pour protester contre la décision de justice de donner raison à l'entreprise Ssangyong. Il pourra manger grâce à des ravitaillements donnés à l'aide d'une petite nacelle, mais serait également sujet à hallucination, dira même que la corde qui servira à lui amener ses paniers avec de la nourriture se transformait parfois en serpent. Alors pour des personnes comme lui qui ont subi ce traumatisme des grèves de 2009, la série Squid Game est dure à voir. Elle les affecte énormément, mais les attriste également, car contrairement au film Silence, qui a fait changer les choses et même fait voter une loi, Squid Game ne leur a pas donné gain de cause. À croire que les inégalités sociales et le gouvernement, la politique capitaliste, sont bien trop ancrés dans la société pour pouvoir changer quoi que ce soit, un système dont les racines sont bien trop profondes pour penser qu'un changement pourrait s'opérer. Ça, c'est l'inspiration principale de Hwang Dong-hyuk, le réalisateur de la série, dont il va parler à plusieurs reprises. Mais alors, les images qui ont été diffusées sur le TikTok, en dehors des images générées par IA, y en a-t-il des vraies? Eh bien oui. Nous sommes désormais à la base même de l'iceberg. Il fait sombre, très froid, et nous entrons directement dans ce qui est considéré comme l'affaire la plus sombre de Corée, Brotherhood. Nous sommes en 1975 à Busan, en Corée du Sud, et une institution du nom de Brotherhood est créée. C'est censé être un centre de bien-être, de charité, mais c'est en fait un camp de concentration où des milliers de Coréens y seront entassés, rendus esclaves, subiront torture, abus sexuels et humiliations, et beaucoup d'entre eux en mourront. À cette époque, les régimes politiques mis en place souhaitent purifier la Corée. La Corée, ça fait pas longtemps qu'elle sort de la guerre, et ça a été très compliqué. Les conflits aussi avec la Corée du Nord sont bien en place. Étant donné que le pays est en pleine croissance et qu'il faut redorer le blason de la Corée et son image, que le pays soit présentable aux yeux du monde, les indésirables doivent être nettoyés et ne plus être visibles. Cela implique les sans-abri, les orphelins,
les étrangers et les personnes en marge de la société. C'est à ça que sert le Brother Home, les enlever des rues et les mettre dans ce centre. Mais une fois passé la porte de ce camp, les droits de l'homme n'y seront plus appliqués. Des arrestations arbitraires d'enfants, d'adolescents, comme cet homme qui sera arrêté par un policier qui dira qu'il a volé le pain qui était dans son sac, alors que pas du tout, qui va abuser de lui verbalement, physiquement, qui va le torturer, lui brûler l'entrejambe avec un briquet, et dans le cas où il tenterait de dénoncer ça, ce serait bien pire. Le silence, un coup de téléphone, et voilà, ce jeune homme est envoyé à Brother Home. Il faut comprendre que plus Brother Home se remplissait, plus l'État envoyait de subventions. Donc en gros, l'État, pour eux, plus il y avait de personnes, plus il devait envoyer d'argent. Et la condition des personnes là-bas, le gouvernement n'a pas cherché à savoir dans quel état elle était. Techniquement, plus ils nettoyaient les rues, plus ils avaient de la thune. Ils finissaient par kidnapper des gens qui étaient en train de boire, des enfants, arbitrairement, puis le centre est rempli. Plus le centre est rempli, plus il y a de l'argent, comme du bétail. Certains disent qu'à leur arrivée, des gardes avec des battes de baseball commençaient à leur taper dessus. C'était le début de l'enfer, de l'intimidation et de la soumission qu'ils allaient subir pendant des années dans ce camp. Ils étaient alors pris en photo et on leur donnait des uniformes avec des numéros. Vous commencez déjà à comprendre le lien fort avec la série Squid Game. Alors je sais, les camps de concentration en général, c'était ça. C'est vrai que leur tenue est quand même très proche de celle de Squid Game. Ils seront sous-nutris, ils seront forcés à travailler comme dans des camps de concentration, enfants, adolescents, adultes, peu importe l'âge. S'ils sont épuisés et qu'ils n'arrivent plus à porter ces sacs de sable, les briques, on les battait. On peut voir aussi des enfants qui ont dessiné les abus qu'ils ont vécus, la violence, la cruauté, chaque jour. Beaucoup d'entre eux seront forcés de prendre des médicaments, des drogues qui les mettront dans un état second, et la plupart finiront avec des problèmes psychiatriques. Les gardiens pouvaient battre violemment n'importe qui à n'importe quel âge, sans une once d'émotion à part celle de la colère. Beaucoup d'entre eux mourront sous les coups, ils seront alors mis dans des sacs et enterrés sans que personne ne le sache dans les champs à côté. Et leurs familles à l'extérieur n'en sauront jamais rien. Certains des corps seront même vendus à des centres de recherche pour des expérimentations médicales. Ce qui fait énormément penser aux corps dans Squid Game qui sont disséqués et dont les organes sont revendus au marché noir. On parlait également de jeux pour parler des moments où les détenus étaient battus, comme le jeu d'Hiroshima. Ils devaient être suspendus à l'envers pendant des heures avant d'être battus. Beaucoup tombaient dans les pommes et c'était un parmi les nombreux jeux que subissaient les milliers de personnes dans ce camp. Violence, drogue, meurtre, mais aussi abus sexuels, femmes et hommes subiront pendant des années. Une dira qu'elle était attachée de force, le commandant arrachait ses vêtements, à plusieurs reprises, il abusera d'elle. Un autre dira qu'il sera agressé sexuellement chaque nuit pendant 5 longues années. Ces personnes encore aujourd'hui sont détruites, et se demandent encore comment ils ont survécu à ça 40 ans après. À la tête de ce centre, c'est Park In-gun, un ancien militaire et boxeur extrêmement intimidant, qu'on comparait à Kim Jong-un, qui participait même des fois à la torture et aux violences envers les détenus du camp. Il a instauré une hiérarchie militaire plus proche de la dictature au sein du Brother Home. Détournement de fonds, mais aussi abus de pouvoir, comme lorsqu'il prêchait à l'église. Parce que oui, il était chrétien. Ouais, on aura tout entendu. Donc il prêchait à l'église, une église construite par les détenus dans le camp. Il pouvait même dire parfois, au nom de Jésus, tu seras puni. Le tout-puissant Park In-gun. Et c'est en 1987 que des photos du centre montrant qu'il s'agit bien d'un camp de concentration vont être dévoilées au grand jour et l'affaire rendue publique. Park In-gun est arrêté pour détournement de fonds, non pas pour les crimes qui y sont commis, mais uniquement par rapport à l'argent qui avait été détourné. Et on pourrait croire que juste avec des histoires d'argent, il aurait pu au moins écoper d'une dizaine d'années. Mais finalement, tenez-vous bien, il n'écopera que de 2 ans et demi de prison. Ses connexions avec le gouvernement, dont le maire de Busan, vont fortement le protéger. Il recevra même 2 médailles dans les années 90 et on lui demandera même conseil pour tout ce qui est protection sociale. Non, c'est pas une blague. Il faut savoir que le terrain et les bâtiments de Brother Home vont être rachetés à Park In-gun, lui permettant d'empocher des millions de dollars et de refaire sa vie en Australie. Le Brother Home a été détruit, les corps, on en a eu rien à foutre. Et petite info dans l'info, sachez qu'il est mort de mort naturelle en 2016. Voilà, histoire de clôturer comme il se doit cette histoire. Difficile de croire en une justice et de garder foi en l'humanité quand on entend de telles histoires. Il faut savoir qu'en 2022, un an après la diffusion de Squid Game et 35 ans après la fermeture de Brother Home, le gouvernement coréen a enfin reconnu publiquement que ce centre avait violé les droits de l'homme et ainsi donné raison aux victimes, ressortant cette affaire aux yeux du peuple coréen, rendant coupable le gouvernement de l'époque de l'impunité face aux crimes commis. Bong Joon-hyuk, c'est un peu le super-héros du 7e art, car à travers le prisme de ses œuvres, dont Silenced et Squid Game, le peuple coréen a ouvert les yeux sur des sujets inquiétants, mais aussi des faits historiques, jusqu'à même changer des lois, atteignant même le gouvernement coréen. Squid Game, c'est peut-être, oui, une série bankable, des musiques entêtantes, du sang, de la violence, et ça dénonce. Après avoir avoué que je voulais devenir une femme, et que je voulais modifier mon corps, les choses ont changé. Et c'est ça le plus important. J'espère que cette descente dans les profondeurs de l'iceberg Squid Game vous a plu. J'espère que ce format vous a plu aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel autre iceberg je devrais décortiquer. Prenez soin de vous. Bye bye les Nakama.